Bonjour à tous, je suis super content d'être avec Grégoire Gambato aujourd'hui. J'ai fait une très belle rencontre avec lui, ça fait maintenant 2 mois. C'est un extraterrestre, un ovni de LinkedIn qui a réussi à se créer une superbe communauté et à capitaliser sur LinkedIn pour développer sa boîte. Germinal, qui est tu vas nous en parler, Ouais. ainsi que l'antichambre en formation. Donc, tu as à la fois une activité agence et formation. Tu as fait un très très beau carton sur LinkedIn avec des très belles pratiques sur LinkedIn dont on va parler dans le cadre de notre interview, mais on va pas parler que de ça. Je te laisse te présenter, puis je présente les petites vidéos d'1 minute 30 sur l'acquisition strategy design, et puis après on a une conversation tous les deux. Ok, top. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Grégoire Gambato. Je suis CEO, cofondateur de Germinal. Juste mon parcours très rapidement, j'aime bien me présenter comme le mec qui a loupé plein de trucs, parce que c'est le cas. En fait, j'ai loupé mes cours d'école de commerce. Du coup, je suis parti à la fac. J'ai loupé ma première boîte en master 1, ma deuxième boîte en master 2. Et j'ai loupé mon TEDx. Je pensais que c'était mon opportunité incroyable de parler au monde entier. Et en fait, je me suis juste, voilà, c'était pas ouf. Si vous voulez aller le voir sur Internet, c'est pas incroyable. Et après, j'ai lancé Germinal. Et du coup, Germinal, au début, on était en mode de boîte de service. Donc, on faisait du growth pour des boîtes. On a fait 1,2 million d'euros la première année. Donc, c'était assez ouf. Hein, je suis sur un nuage, hein, je tiens à le préciser. Et la deuxième année, on a fait 2,1 millions. Et on s'est lancé sur, avec le Covid, on va pas en parler 1000 ans, mais on a décidé de pivoter et on a lancé l'antichambre. En fait, c'est un outil SaaS, avec de la formation en ligne, des fiches pratiques, un moteur de recherche, un outil des outils qu'on a développés nous pour vous aider à créer votre système d'acquisition, etc. Bref, si vous voulez, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Et en fait, ça permet aux boîtes de faire décoller leur acquisition, en fait, de prendre en main leur acquisition et de se former. En gros, le but, c'est qu'on pense que c'est le meilleur outil pour internaliser. Donc, pour lancer sa boîte quand on veut s'en occuper soi-même, soit pour internaliser la compétence avec ses équipes. Et du coup, on a lancé ça. La partie service, on l'a capé à 120 000 euros de chiffre d'affaires, à 10 personnes, on recrute plus. Et cette partie-là, maintenant, fait 180 000 euros par mois, soit en formation, parce qu'il y a des gens qui prennent cet outil avec leur financement CPF, OPCO, etc. Et sinon, avec des gens qui payent directement par carte bleue tous les mois. Voilà. Et du coup, là, on en est là et on va bientôt fêter les 3 ans de Germinal. Et sinon, ce que disait Gabriel sur LinkedIn, je suis hyper actif. Et en 2020, j'ai fait un petit peu plus de 20 millions de portées de publication sur LinkedIn, sur l'année au total. Et voilà, l'année d'avant, j'avais fait 2 millions, donc j'ai appris pas mal de trucs. Et voilà, ça nous a permis aussi de faire décoller l'antichambre, ça nous a permis de faire connaître Germinal, etc. Voilà. Super, bravo Grégoire, c'est vraiment super. Et en plus, j'avais beaucoup aimé lors de notre première conversation, je t'ai trouvé, tu disais, je sais plus exactement quoi, tu disais que tu avais la grosse tête, mais tu l'avais déjà avant, et Ouais, que ça a pas changé, et que ta mère te disait. J'ai trouvé ça très juste, parce que souvent, face au succès, les entrepreneurs peuvent vraiment prendre la grosse tête et pas toujours être sympathique. Moi, je trouve que tu as gardé une vraie fraîcheur tout en ayant la grosse tête. Oui, voilà, moi, T'es bien avec, quoi. T'es à l'aise avec ta grosse tête et tu fais pas chier tout le monde avec. Voilà, c'est ça. Ma mère me disait que je suis un connard égocentrique depuis le CM1. Voilà, la première fois que j'ai réussi à avoir des bonnes notes à l'école, et après ça s'est arrêté les bonnes notes, mais voilà, donc j'ai toujours été comme ça, et mes potes qui me connaissent ont vu aucune différence avec Germinal. Par contre, les gens qui me connaissent avec Germinal, oui, ont du mal trouvent que je suis une tête à claque et ils ont du mal à me supporter, mais ils ont bien raison, donc y a pas de souci. Super. Comme je le disais, je vais vous présenter à travers 2 petites vidéos la méthodo Acquisition Strategy Design. La première, ça présente la méthodo en 4 étapes. La deuxième, ça présente l'ensemble des spécialités qu'on adresse dans cette méthodo. Et suite à ça, je vais vous présenter 2 pages du livre qui parle de gros hacking, et ça nous fera l'introduction à notre conversation avec Grégoire. Tu n'as pas parlé de ton livre sur le gros hacking que je suis ravi d'avoir, que tu as coécrit avec Frédéric Canvet, qui est aussi un super expert et un bosseur de ouf. C'est malade. D'ailleurs, il a écrit. D'ailleurs, je tiens à le préciser, il a écrit 80% du livre. Voilà. Ouais, non, mais je le dis maintenant parce que je le disais pas assez, et c'est Gabriel qui m'a fait la remarque. Et maintenant, je le dis à chaque fois que je fais des interventions. Et voilà, Frédéric, ça a été un vrai moteur. On a fait une deuxième édition. Le bouquin s'est hyper bien vendu. Du coup, on l'a réédité il y a quelques mois. Donc là, il est tout frais, tout est à jour. Mais ouais, Frédéric a fait un taf de malade. Et moi, en fait, à la base, on était 4 co-auteurs et moi, je devais compléter certaines parties sur mon expertise. Et en fait, les 2 autres co-auteurs l'ont lâché et c'est lui qui a repris tout leur travail. Donc,
gros big up à Frédéric. Moi, j'ai vu ce qu'il a fait sur le bouquin Acquisition Strategy Design en tant que co-auteur, où il a vraiment tout relu, apporté énormément de commentaires enrichissants. Frédéric, waouh, je t'attends d'ailleurs dans le webinaire une semaine quand tu as du temps. Je lance les vidéos. Pendant les vidéos, faut éteindre le micro parce que sinon ça fait un truc bizarre. À tout de suite. L'acquisition client est un processus clé de la vie d'une entreprise, qui regroupe de façon transversale plusieurs spécialités dont les 3 principales sont la communication, le marketing et la vente. La communication consiste à transmettre un message. La communication financière, institutionnelle et interne ne font pas partie de l'acquisition, à contrario de la communication commerciale dédiée à la vente. Celle-ci est composée de la communication de marque, de l'achat média, des relations publiques qui incluent toutes les parties prenantes, presse, influenceurs, partenaires, etc. et de la e-réputation. Le marketing et en particulier le marketing opérationnel sont au cœur de l'acquisition, à l'exception néanmoins du marketing stratégique, de la fidélisation et du marketing international. Le marketing produit consiste à définir le produit adéquat par rapport au marché. Le pricing consiste à définir les prix des produits. Les études à tester auprès du public. Le marketing de la distribution rapproche les produits des consommateurs. Il s'appuie sur la communication de proximité et est révolutionné depuis ces dernières années par l'e-commerce, qui est arrivé avec toutes les nouvelles spécialités du marketing digital, dont bien sûr le référencement naturel payant est maintenant sur les places de marché, et aussi l'achat média en ligne, sous toutes ses formes. Display, affiliation, social ads, native ads, retargeting, le social media marketing, le marketing mobile et le marketing de la performance. Le marketing de contenu existait déjà, mais il a été terriblement renforcé par le digital, tout comme le marketing relationnel, qui a bénéficié de nouveaux canaux de marketing direct et de nouveaux outils, produisant toute une somme considérable de données. 3e composante essentielle de l'acquisition, la vente, avec la prospection commerciale, l'avant-vente, la négociation et maintenant les nouvelles techniques de social selling. Elle n'inclut pas dans l'acquisition la gestion de compte qui se passe après l'acte d'achat, et donc une fois que l'acquisition client est achevée. Retrouvez toute la cartographie de l'acquisition détaillée et la méthode pour construire son plan d'acquisition dans le livre Acquisition Stratégie Design, Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente, par 1 minute 30 publishing. Allez, je me suis trompé de vidéo, j'ai commencé par lancer la 2e avant de lancer la première, donc je vais faire directement les slides et je ferai la dernière vidéo à la fin, comme ça sera plus léger. En termes de vidéo, je présente tout de suite les 2 slides qui viennent compléter cette cartographie sur la partie gros hacking, parce que dans la cartographie, on n'a pas créé une spécialité propre au gros hacking, mais on a plutôt indiqué que le gros hacking venait réunir un certain nombre d'autres spécialités. C'est une forme de recette, un peu comme l'inbound marketing qui vient réunir du social media, du marketing automation et du SEO. Là, on est sur la page qui parle de l'inbound, là où le gros hacking va réunir des éléments plus liés au copywriting, et tu vas nous parler de copywriting, de marketing de la performance, de marketing automation. Et on n'a pas mis dans le livre, mais on pourra le rajouter à l'occasion, toute la dimension LinkedIn et social selling, dont tu vas nous parler aussi, un peu le propos autour de ces 2 pages sur l'inbound et sur le gros hacking, c'est que c'est une façon d'assembler des spécialités du marketing, de la vente et de la com. C'est des recettes qui peuvent marcher pour certaines entreprises, mais pas nécessairement pour toutes. C'est un sujet qui me semble important d'aborder, parce que moi, typiquement, en inbound marketing, qui était pendant très longtemps mon sujet de prédilection, en inbound marketing, j'ai eu beaucoup de clients qui sont venus vers moi en me demandant de faire de l'inbound, alors que c'était pas du tout pertinent pour eux. Donc, peux-tu nous rappeler à tous ce qu'est le gros et à quel moment c'est pertinent de faire du gros et à quel moment ça l'est moins? J'enlève la présentation et on passe en conversation. Alors, sachant que le growth, on a tous. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ta définition. Après, on a des spécialités, etc. Mais c'est pas chacun a sa cartographie de ce que font les autres. Je suis d'accord. Ouais. Voilà, non, mais je tiens à le préciser. Du coup, on va pas revenir dans la DM. Mais en gros, pour moi, le growth hacking, c'est comment faire grandir sa boîte de façon non conventionnelle en sortant des sentiers battus. Après, il y a le growth marketing qui est plus large, mais c'est pareil. Je pense qu'on va pas faire une bataille de terminologie. Et pour moi, il y a 2 choses qui sont hyper importantes. La première, c'est
et la première et la moins importante, c'est l'aspect technique. Il faut savoir utiliser des outils qui sont non conventionnels dans l'approche technique, dont des nouveaux outils. Vous pouvez mettre, par exemple, dans des emails, le nom de la boîte à laquelle vous envoyez un email de prospection, personnaliser des outils pour reconnaître l'adresse IP des visiteurs sur votre site pour arriver à savoir d'où ils viennent et leur envoyer un message dans le chat, des outils pour collecter de la data en ligne. Enfin bref, plein d'outils comme ça. Ça pour moi, j'ai jamais vu de boîte décoller avec ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on fait du growth, il y a une vraie dimension technique. Et il y a une vraie dimension. Moi, tous les mecs qui sont chez moi et les nanas, on arrivera très à la parité sur l'équipe growth, ce qui est pas facile, mais maîtrisent tous HTML, CSS, font du JS, savent faire du scrapping, donc de la collecte de données en ligne, etc. Et même si c'est pas le truc qui fait qu'ils s'en servent tous les jours, et que c'est pour ça que ça marche. Si vous n'avez pas cette base technique, c'est compliqué. Et le deuxième aspect, c'est vraiment un côté état d'esprit. Pour moi, c'est 3 notions et qu'on retrouve aussi dans d'autres dimensions. Hein. C'est pas que pour le growth hacking. C'est vraiment le côté fake it until you make it. Et ça, je pense que ça vient pas mal du growth hacking, même s'il y a déjà beaucoup de gens qui le faisaient avant. C'est le concept de pour tester un produit, on fait comme s'il existait vraiment, alors qu'il n'existe pas vraiment, pour tester l'appétence au marché. Et si on voit qu'il y a de l'attraction, on make it. Et ce qui est important dans fake it until you make it, c'est make it. Et c'est le plus difficile, je tiens à le préciser. C'est ce qui différencie un growth marketer ou un entrepreneur d'un escroc. Le fait de le faire ou pas. Ah, tu m'entends bien ou... Ouais, très bien. C'est bon, excuse-moi, ton image avait complètement freeze. La dernière fois, ce qui m'est arrivé, je me suis retrouvé tout seul et j'ai parlé pendant 5 minutes. Et du coup, là, comme j'étais lancé. Donc, il y a vraiment fake it until you make it. Deuxième chose, c'est le product market fit. Pareil, c'est pas une notion dédiée au growth hacking. Il y a d'autres gens qui l'utilisent, mais en tout cas, c'est une notion clé du growth. C'est le fait qu'il faut trouver l'attraction que son produit et son marché, ou son service et son marché. Et c'est ça qui fait la différence. Et en fait, cette grosse réaction, c'est ce qui vous permet d'avoir énormément de croissance. En fait, le growth hacking, son objectif, c'est de trouver le product market fit en faisant du fake it until you make it. En gros, on fait des tests jusqu'à trouver cette traction. Il faut savoir que ce product market fit, on peut le trouver sur des produits innovants. On peut aussi le trouver sur des campagnes marketing. Nous, on fait des tests d'angle de campagne marketing. J'ai trouvé une campagne où on a une vraie traction. Et on peut aussi le trouver sur un côté plutôt branding, plutôt business model. Donc, c'est-à-dire tester des business models, tester du branding sur un produit qui serait pas forcément innovant. Donc, il y a vraiment au niveau du produit, c'est le plus fondamental. Au niveau de la marque et du business model, et enfin au niveau de la campagne marketing. Donc même des boîtes matures peuvent faire des tests au niveau de leur campagne marketing, par exemple. Voilà, alors ça c'est une notion qu'on a élargie. Hein. Le product market fit à la base c'était que sur les produits innovants, mais c'est une notion qu'on a élargie. Et enfin c'est le côté itératif, c'est faire des tests à la semaine. Bon, en gros, en fonction des résultats de la semaine précédente, on va former des nouvelles hypothèses, on va faire des nouveaux tests, et on n'est pas du tout dans des plans, mais vraiment dans du test. Ce qui, pareil, on avait parlé, peut trouver ses limites, c'est-à-dire que parfois le growth marketing, et c'est un défaut, et nous, c'est quelque chose qu'on essaie et pas assez stratégique, et trop dans le test. Et il y a un moment, vous pouvez tester des choses qui, en fait, ont pas tellement de sens pour votre business et avoir des résultats qu'en fait, vous pourrez pas exploiter. Donc, c'est hyper important de réfléchir maintenant. Je aime beaucoup parler de système d'acquisition. Et en fait, c'est ce que tu as présenté nous, on aime bien faire une map complète avec tous les systèmes, toutes les pages, tous les reciblages, tous les canaux, etc., les interventions des différents pôles dedans. Parce que si vous faites pas ça et que vous testez, parfois, vous perdez un peu votre âme. Et pour moi, le growth marketing, ça s'applique en effet dans beaucoup de cas, mais il y a des business pour lesquels ça a peu ou pas d'impact. Par exemple, si vous vendez, moi j'ai des boîtes souvent qui viennent nous voir, le business, on va pas faire tous les business, mais ça n'a par exemple pas très peu d'impact, c'est les très grands comptes. Moi j'ai des mecs qui viennent me voir et qui disent voilà, moi j'ai une solution, je peux la vendre à 20 entreprises en Europe et j'ai 120 interlocuteurs possibles. Genre le growth marketing peut rien pour vous. Genre alors on peut faire des trucs à la marge, mais ça va pas très bien. Au contraire, si vous avez une cible large avec un produit où justement vous connaissez pas très bien vos canaux, etc. Typiquement, le growth marketing, c'est incroyable quand vous avez une cible large B2B ou B2C. Hein, si vous vous adressez par exemple au SME, Small and Business Enterprise, donc les PME en français, le mec qui essaie de se donner un genre, ou alors à la grande conso. Ça c'est mon côté bosser avec des boîtes de l'agroalimentaire, je dis grande conso maintenant, aux consommateurs, etc. Là, et que vous êtes sur un produit où vous savez pas encore exactement où vous voulez aller, etc. Vous êtes sur un produit qui est jeune, qui a 1 an, 2 ans, et vous n'avez pas encore beaucoup testé les canaux. Le growth marketing, là, vous êtes au max de la puissance. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas encore des canaux qui sont bien installés, quand vous n'avez pas encore dessiné un système d'acquisition, quand vous avez testé peu de choses et que ça marche, ou que ça marche pas encore, là, on peut vraiment vous faire exploser. Et du coup, nous, on bosse avec des grands comptes sur la partie innovation, on bosse avec des boîtes qui ont 2 ans, 3 ans. Même des startups qui ont levé 10 millions d'euros, mais qui en fait ont réussi avec de l'attraction par une équipe de vente. On peut faire des choses incroyables en growth marketing. C'est là où on est au max. Et après, il y a toutes les boîtes qui sont entre les deux, qu'on peut aider plus ou moins, mais pour lesquelles on aura qu'on aura plus ou moins d'impact en fonction. Quoi. Mais on va pas détailler
On va pas détailler Alors, pour toi, ce que tu décris, cette dynamique un peu d'essai-erreur, de test, etc., pourquoi on lui a donné un nom et pourquoi ça doit être le propre du marketeur que de tester, d'expérimenter, Totalement. d'aller chercher ce qui marche, d'éliminer ce qui marche pas, etc. Alors pour moi, c'est le propre du marketeur et il y a des gens qui le faisaient avant. C'est comme le fake it till you make it, hein. Le fait de tester vendre un produit qui n'existait pas avant pour voir s'il y avait de l'appétence. Qu'on dise pas que ça a été créé en 2012 quand Sean Ellis a créé le mot growth marketing. C'est pas du tout. Ça existait avant. Il y a des très bons marketeurs qui le font depuis que le marketing existe, si je peux permettre une phrase un peu généraliste. Mais ce qui est sûr, c'est que le test c'est une composante indispensable. C'est-à-dire, moi, si tu dois me dire qu'est-ce que tu fais, moi, je me définis comme un marketeur qui teste. Quand tu dis à marketing, quel est le truc le plus important dans ton métier, il va pas te dire. Alors, il y en a qui le disent, mais c'est parce que c'est des gros marketeurs qui s'ignorent. Moi, mon truc, c'est de faire au moins 4 tests par semaine. Tu vois, le mec, il va dire, moi, je suis sur la marque, sur le positionnement. Je bosse énormément sur les campagnes, ou alors moi je suis un expert social et je pense que l'engagement ça va se chercher comme ça, le lien, tu vois, les gens ils parlent de lien avec la marque, ils parlent de notoriété, ils parlent de plein de choses qui sont hyper utiles parce que si t'enlèves ça, le growth marketing ça sert à rien, parce que c'est vraiment des blocs, hein, l'acquisition c'est plein de blocs et le growth marketing est un des blocs, et s'il manque un bloc, en fait tu perds énormément en efficience. Et pour moi, c'est juste que nous, on fait des tests à la semaine. Même chez Germinal, on est organisé en semaine. On fait des tests chaque semaine et chaque semaine, on définit les tests de la semaine suivante. C'est-à-dire que pour nous, c'est impensable de pas faire des tests pendant 2 ou 3 semaines. D'ailleurs, moi, alors que tu pourrais dire, ma campagne marche, je la lance. Un marketeur, il a une campagne qui marche, il la fait tourner, il augmente le budget. Nous, on continue à tester, on continue à tester, on continue à tester. Et comment tu t'organises en interne là-dessus? Alors nous, ce qu'on a, c'est qu'on est sur ClickUp. C'est un outil de gestion de tâches qui te permet de gérer les choses de façon très granulaire en fait et très personnalisable. Je vous le recommande pas du tout si vous n'êtes pas un fan de l'organisation de projet, sur le fait de déléguer avec des équipes un peu nombreuses. Sinon, ça va être un enfer. Utilisez plutôt Asana ou des choses comme ça, c'est plus simple. Mais bon, ClickUp, je le mentionne parce que c'est un outil qui est pas très très connu, même s'ils ont levé 35 millions quand même aux US. Ouais. Mais en gros, on a ClickUp, on organise les tâches, micro-tâches, on dit ok, faut tester ça, et on attribue aux gens avec des timelines, etc., et avec des objectifs de temps et d'objectifs d'impact. Et après, sinon, on a un tableau Notion. Moi, mon marketing, donc Notion, c'est un peu comme un Google Drive en all-in-one, quoi. Et en gros, il met toutes ses expérimentations de la semaine et ensuite, il attribue des tâches à tous les membres de son équipe. Et chaque semaine, on fait une review le lundi matin de qu'est-ce qui a été testé, quels ont été les résultats, quels sont les résultats les tests qu'on fait la semaine suivante, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. C'est ton équipe marketing sur l'antichambre ou c'est l'ensemble de tes collaborateurs Germinal plus antichambre? Alors ça, on a exactement le même process pour nos clients. En gros, pour nos clients, on définit nos tests à la semaine et nous on fait des sprints à la semaine pour toutes les équipes. Le marketing, forcément, pour l'antichambre, ils font ça comme je te l'ai décrit. Mais même le produit, chaque semaine, ils ont une série de tests à faire sur le produit pour augmenter leurs objectifs OKR, objectifs qui résultent, qui est de faire augmenter la rétention, enfin de faire baisser le churn, donc l'attrition, c'est-à-dire le nombre de gens qui partent chaque mois du produit. Et en gros, leur objectif, c'est chaque semaine, ils font des tests pour améliorer leurs métriques. Pareil pour le pôle opération. Et du coup, chaque semaine, il y a des tests. Ça peut être des tests organisationnels. Ça peut être des tests sur le marketing, c'est des tests en acquisition. Mais nous, on fait même des tests sur notre organisation interne. Ce qui fait que, par exemple, on a changé, alors là, on est arrivé sur un truc qui commence à marcher. On a changé 3 fois de grille de rémunération chez Germinal en 1 an. Et on a fait des tests sur la grille de REM, etc. Alors là, on fait des tests au trimestre, parce qu'une grille de rémunération, tu peux pas la tester à la semaine. Mais même notre RH, le télétravail, on a testé. On a testé le format de nos retraites. En fait, on teste, mais il y a plein de boîtes qui le font. Mais chez nous, c'est culturel. C'est-à-dire, tu dois tester un truc avant de le faire. Même les jeux qu'on fait en ligne ensemble, l'équipe, une fois toutes les 2 semaines, on les teste avant et on voit ce que ça donne et on prend des feedbacks. Et moi, j'ai créé un bouquin là et c'est pareil, j'ai envoyé à des gens qui m'ont fait des retours. Du coup, j'ai itéré, j'ai proposé une autre version. Et pareil, il y a plein de gens qui le font et c'est une bonne pratique de tous les métiers. Mais nous, c'est institutionnel. Quand tu vas publier chez 1 minute 30 Publishing, il est bon. Exactement. Petit moment de pub. Voilà. J'ai une énorme pression du coup là. Je vais lire ce bouquin. Voilà, on n'a pas encore terminé, mais là, on bosse dur dessus. Ouais. Ok, super pour cette culture du test parce que je suis d'accord avec toi que même si c'est le propre d'un marketeur, tu l'as dit, c'est pas souvent comme ça que le marketeur va se définir. Il va se définir souvent par des choses plus stratégiques, plus théoriques, et il va pas mettre le test
au cœur de son activité. Ouais, je suis d'accord avec toi que le marketing t'apprend à être humble et que ce que tu pensais être un carton ne sera pas un carton et ce que tu pensais être une merde pourra être un carton. ouais. Et que il faut apprendre à avoir cette humilité-là en disant toutes les idées sont bonnes à prendre et il y a que le test qui donne la vérité. Mais mes posts LinkedIn, c'est terrible, hein. Mes posts LinkedIn, c'est l'incarnation du test. Moi, je teste comme un malade. Et je pense que c'est j'ai testé tous les types de posts, images, pas images, liens, pas liens. Je me suis même à faire plus de tests. Et par exemple, je sais que moi, j'ai parlé à des mecs qui sont très bons sur LinkedIn. Je leur dis, du coup, tes métriques, t'as remarqué le changement de logo il y a 3 semaines, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as fait quoi comme ajustement? Qu'est-ce que t'as testé? Ils sont, ah non, j'avais pas vu. Tu vois? Mais parce que ils sont là à se dire, à chercher la perf, ils cherchent la perf et c'est des mecs certains sont meilleurs que moi. Mais, ils ont pas cette culture de, OK, chaque semaine, dans mes 5 posts, il y en a 2 qui sont des posts de test. Alors que moi, chaque semaine, sur 5 posts, il y en a 2 qui sont des posts de test. Et il y a beaucoup de posts que je supprime. Et les gens me disent, j'ai vu ton post, tu l'as supprimé pourquoi? Je dis, bah, c'était un test, en fait. Et les gens sont en mode, quoi? Bah oui, je fais des tests sur mes posts et je les supprime. Et j'en fais 2 par semaine comme ça. D'ailleurs, on a des questions de Jean-Louis et d'Axel. La durée du test est d'1 semaine en moyenne. Ça, c'est la question d'Axel. Alors, sur les principaux canaux d'acquisition, faire tourner une campagne 1 semaine, ça suffit si on a les bons réglages. Sur une publicité Facebook, sur un envoi d'email, etc. Vous avez suffisamment de volume pour tirer des premières conclusions. Si vous avez l'habitude. Parce que si vous n'avez pas l'habitude, il faudra peut-être laisser 2 semaines et demander à un pro. Et d'ailleurs, pour ça que dans notre chambre, nous, on met des benchmarks parce que souvent, les gens, ils lancent des tests. En fait, ils savent pas si leurs résultats sont bons ou mauvais. Du coup, il y a des fois qu'ils ont des résultats exceptionnels et ils s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas l'habitude de tester avec du volume pas énorme. Et pareil, on a des grosses agences qui nous disent, bah ouais, mais vous avez testé avec 1000 euros, comment vous pouvez savoir si ça marche? Bah, comme on teste toujours avec 1000 euros et qu'après on met 10 000 ou 20 000, on sait comment l'algo va se comporter quand on va augmenter le budget. Donc, on a une idée assez claire. Mais ça, c'est pareil, il faut le faire en permanence, sinon tu sais juste pas ce qui se passe quand tu augmentes le budget. Et par contre, il y a des tests où il faut plus de temps. Par exemple, YouTube Ads, les publicités sur YouTube, ça prend 3 semaines généralement. L'influence marketing, il faut du temps pour avoir des résultats etc. Donc c'est plutôt des tests entre 3 semaines et 5 semaines. Donc il y a des tests qui prennent plus de temps. Et pareil sur les tests de page, quand on teste des blocs différents, pas juste des boutons. Enfin, si vous avez des centaines de milliers de visiteurs, testez des boutons. Sinon, testez des blocs ou des pages complètement différentes sur vos pages de vente. Je parle trop vite. Vous pouvez là, on attend qu'il y ait suffisamment d'utilisateurs et des fois en 2 jours c'est bon et des fois il faut 2 semaines. Il y a une remarque de Jean-Louis qui dit « Tester est une démarche, encore faut-il prendre le temps de savoir ce qu'on cherche ». Ouais, c'est pour ça que je suis assez d'accord. C'est pour ça que je disais c'est important de réfléchir à son système d'acquisition. Et nous, on aime bien faire des étapes et dire, OK, l'étape 1 du système, c'est ça, étape 2, c'est ça, étape 3, c'est ça, étape 4, c'est ça, avec de plus en plus de complexité. Et on dit, OK, donc dans ce système-là, on veut tester déjà que ce petit système-là marche et on essaie de réfléchir à l'output. C'est-à-dire, ce qui va sortir. Est-ce qu'on veut des leads plus qualifiés et est-ce qu'on veut plus de leads, etc. Et souvent, par exemple, avant de commencer une mission, un truc qu'on fait et qu'on faisait pas au début, c'était une grosse erreur, c'est que maintenant on met en place des analytics. On s'assure que les analytics, donc ça peut être le CRM, ça peut être Google Analytics sur les sites, etc., Google Tag Manager, soient bien implémentés. Parce que souvent on a des clients, nous, ça nous paraît logique que la stack, enfin le système soit bien organisé. Des fois on fait des tests et on n'a pas les résultats en fait, parce qu'on se rend compte que ça plante. Ou alors les sales, on leur envoie des leads et ils nous disent pas s'ils sont bons. Et là, dans ces cas-là, tu peux rien faire. Donc, en effet, il faut définir l'objectif et il faut s'assurer de le mesurer et que ça pourra être mesuré. Et nous, si on n'a pas la collaboration des équipes en interne quand on est dans la position de prestataire, ça nous arrive de pas lancer la mission. Et il y a Clément qui pose la question si on utilise toujours le framework ARRR. Je sais jamais comment l'exprimer. Acquisition, acquisition. Donc les gens qui arrivent sur votre produit. Activation, c'est les gens que vous arrivez à activer, à faire une première étape. Rétention, c'est les gens qui restent sur votre produit. Revenu, c'est les gens qui achètent. Et recommandation, c'est les gens qui recommandent votre produit. Et alors, tu le dis comment quand tu dois dire Moi, je dis Toi, tu dis Ouais, entre ça et le film tu vois, pour ceux qui étaient nés avant, qui étaient nés suffisamment tôt pour avoir connu ce film. Voilà, c'est les 2 grands problèmes de mon histoire. Voilà, c'est les 2. Alors moi, je suis pas fan de ce framework, de cette façon de penser, parce qu'en fait, 80% de vos tests vont être sur l'acquisition. Et en fait, vous mettez en place ce framework et en fait, vous vous rendez compte que vous parlez tout le temps d'acquisition parce que l'activation, c'est peu d'expérimentation, etc. Sauf pour des boîtes vraiment SaaS. Enfin, des logiciels en ligne, donc des softwares as a service, ou certains e-commerce, où là, vous allez avoir avec de la rétention, donc par exemple, tout ce qui est box, etc.
En gros, quand vous avez un business avec de la rétention, avec un parcours complètement en ligne, sans sales, etc., c'est assez pertinent. Mais en fait, je trouve que ça s'applique à assez peu de boîtes et on va souvent se concentrer sur l'acquisition. On va avoir d'avoir un business très mature et une énorme équipe. Genre, tu vois, si vous êtes Booking, par exemple, ça marche bien, ça. Mais du coup, je suis pas. Par exemple, Booking, c'est une boîte qui a une énorme notoriété. Ils vont pas faire d'acquisition sur la marque Booking et compagnie. Enfin, ils vont vraiment travailler leur site, la rétention, comment j'augmente le revenu, comment je fais recommander avec des programmes de parrainage, comment je fais venir sur la bonne page des parcours. Donc, en fait, ça s'applique à assez peu de boîtes. C'est des boîtes assez matures, plutôt e-commerce avec rétention ou SaaS, de mon point de vue. Et moi, je préfère le framework alors que j'ai créé. Alors, créé, pas sûr que je dis pas que je l'ai créé parce que je pense qu'il y a déjà des marketeurs américains qui ont pensé, ils l'ont juste pas appelé. Moi, au lieu de penser comme ça, et ça, c'est mieux quand vous débutez, moi, je me dis, en fait, il y a que 3 choses que vous pouvez changer dans un test. C'est soit le canal d'acquisition, soit la cible que vous visez sur le canal. Donc, c'est-à-dire les mots-clés que les tapent sur Google, les posts sur LinkedIn, les entreprises, les endroits où vous distribuez des flyers, les stations de métro. Voilà. Donc, c'est ça la cible. C'est pas un persona, même si persona est utile. Et enfin, la proposition de valeur. Comment est-ce que vous leur vendez le produit? Et moi, je préfère cette approche CTVP, Channel Target Value Proposition, plutôt que cette approche AR, parce que AR, du coup, vous allez mettre en place votre backlog, donc votre tableau d'expérimentation, et vous allez faire que de l'acquisition. Et en fait, vous allez dire, mais le framework, il me donne pas d'idée. Alors que, en fait, CTVP, vous dites, OK, ça marche pas, on va changer de canal, ou on va changer de cible, ou alors on va changer de proposition de valeur. Et là, du coup, ça vous donne des idées. Et je trouve que dans la façon dont ça structure, c'est beaucoup mieux. Et c'est d'ailleurs ce framework-là que je présente à mes étudiants et ils l'utilisent beaucoup plus que le framework AR. Même si... je suis d'accord que le framework AR, il est sur l'ensemble du parcours client. Donc, il est intéressant pour ça parce que moi, quand j'ai dans l'idée d'acquisition strategy design et d'ailleurs du livre qui suit, qui va s'appeler Customer Experience Redesign, il y a cette idée que c'est le parcours d'achat et le parcours client qui doit structurer l'ensemble de la stratégie d'acquisition et de la stratégie marketing et d'expérience client. Et c'est ce qu'on retrouve dans AR, qui est intéressant. Mais là où je te rejoins, c'est que pour une boîte en croissance et au démarrage, on est essentiellement sur les 2 premiers A. T'as pas parlé d'awareness, mais il y a quand même un peu d'awareness qui est nécessaire. Et d'acquisition qui est effectivement le cœur du sujet sur lequel on peut faire des tests. Le reste, on est assez limité par la team produit qui a pas le temps, qui fait ce qu'elle peut. Enfin, c'est le revenu. Souvent, on n'a qu'un seul produit, donc on peut juste changer le prix. C'est ça. Et puis avant de faire des tests AB sur le prix de ton abonnement, comme l'a fait Netflix, voilà, faut un peu de cartouche. Voilà. En tout cas, c'est pas comme ça que je vous recommande de penser au début. Par contre, nous, par exemple, on commence à y penser. Parce qu'on a une équipe produit, on a une équipe relation client, on a une équipe de vente. Et on commence à se dire, OK, comment est-ce qu'on peut créer le parcours? Comment on active la personne? Comment on va la rechercher, etc. Ça devient intéressant. Mais c'est pour des boîtes un peu plus matures et qui ont des équipes qui se parlent déjà bien, etc. Et pour moi, c'est pas ce framework qui va tout débloquer, quoi. Mais en tout cas, il est bien. Par contre, il a le mérite d'exister et dans certains cas, il a été hyper intéressant d'un point de vue pédagogique et éducatif sur les points d'attention sur un business, etc. Justement, ça rappelle le parcours client. D'ailleurs, David McClure qui l'a fait, il dit qu'il est limité et qu'il comprend pas pourquoi les gens l'utilisent autant. Après, on a 2 questions de Jean-Louis. Alors, je vais répondre à la dernière. Y a-t-il une méthode cartographie pour détailler le processus client? Où est-elle disponible? C'est l'Acquisition Strategy Design. Jérémy va vous faire un lien. C'est notre méthodo. C'est celle qu'on met en avant. Donc, on est vraiment sur une approche cartographique, systémique pour comprendre le parcours client, mettre en face les bons leviers d'acquisition. Et puis, l'autre question de Jean-Louis, elle est plus pour toi. Pour le début, avant le lancement d'une startup type DNVB, combien d'heures par SEM et nombre de SEM doit-on planifier pour créer la communauté, ressources internes et ressources de coaching? Quel budget à prévoir? S'abonner à l'antichambre peut-être? Oui, s'abonner à l'antichambre. En vrai, tester un produit quand tu as l'habitude, ça te prend 2 jours. Faut vraiment avoir l'habitude. Quand tu internalises et compagnie. Donc ça, c'est compliqué parce qu'avec une équipe externe, il te faudra au moins 2-3 semaines. Mais en tout cas, oui, s'abonner à l'antichambre, clairement, antichambre.germinal.io. En fait, on t'explique comment lancer ton Shopify, on t'explique comment lancer un e-commerce. On a Alain, un dropshipper chez nous qui s'est fait son record, c'est 350 000 € de chiffre d'affaires en 4 mois à côté de son taf. Je tiens à le préciser. Donc, il était salarié chez Germinal et il faisait ça le soir quand il avait le temps. MDR. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été à temps plein? Qui donne ce cours-là.
Et c'est pareil, après on explique comment scaler comment dépenser une avance sur Facebook Ads, comment faire des pages de vente et compagnie. Bref, il y a toutes les ressources, quoi. Grosso modo, tu trouveras tout pour lancer une DNVB quasiment. Et de toute façon, on ajoute des cours tous les mois, donc bref. Mais en tout cas, en termes de budget, en termes de tests, pour moi, une bonne équipe interne, si tu t'es formé, et je pense que si tu veux lancer un produit comme ça, faut te former parce que tu peux pas rely que sur dépendre que d'un prestat sur la partie acquisition parce que c'est trop important pour une DNVB. Tu peux te faire aider sur des sujets, des micro-sujets, etc. Mais il faut vraiment que tu comprennes comment ça marche, sinon tu vas perdre un temps de malade. Ou alors, tu as une énorme expérience produit, tu es un malade en produit, et là tu dis ok, le growth c'est pas mon taf, et à la rigueur tu peux prendre un prestat, mais je suis pas convaincu à 100%. Et dans ce cas-là, précisément. Et du coup, pour moi, il faut entre 4 et 6 semaines si on a un product market fit, si on a une traction, vous faites le test, il faut 1 mois, 2 mois pour trouver le bon produit en testant, parce que tester un produit toutes les semaines, ça marche pas tout de suite. Et après, une fois que tu as l'attraction, tout va très vite et en 6 semaines, tu as trouvé ton packaging, tu as ta communauté, tu as tes 2000 précommandes, etc. Et honnêtement, quand tu as un product market fit, ça va très, 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 très vite. Et le problème, c'est que si tu n'as pas de product market fit, le mec fera en 2 mois, il sera complètement débordé par ses commandes ou en 1 mois et demi. Toi, tu mettras 2 ans à le faire, quoi. Question de Nicolas. Est-ce qu'il y a une stratégie claire en grosse ou alors c'est plutôt des tests et du retest et du test encore? Il y a des stratégies par type de business. C'est-à-dire, nous, on a une dizaine de systèmes d'acquisition en fonction des types de business. C'est-à-dire, quand tu as vu un peu plus de 400 business, tu vois un mec qui arrive e-commerce, panier moyen entre 20 et 70 euros. C'est une stratégie différente d'un e-commerce, panier moyen au-dessus de 400. Excusez-moi, c'est une panier moyen au-dessus de 400 euros. T'as un mec qui vend un SaaS à 40 balles à des PME. Désolé, je dis de la doc en anglais toute la journée. Je suis devenu insupportable avec mes acronymes alors que je sais pas parler anglais. Pour viser les PME, donc un logiciel à des PME à 40 euros, tu vas avoir une stratégie. Tu cherches à vendre plutôt à des grands comptes, un logiciel qui est plus cher. Tu cherches à vendre du service. Et en fait, voilà, il y a plein de catégories. Et en fait, il y a des macro-tests. En fait, quand tu as vraiment l'habitude de voir énormément de boîtes et que tu as déjà testé pour toutes ces boîtes, tu finis par savoir ce qu'il faut faire. Et tu finis par, pour les 4-6 premières semaines, dire c'est ces tests-là qui ont le plus de chances de fonctionner. Et c'est là l'intérêt de l'antichamp parce qu'on explique ça et on donne des funnels type par type de business et compagnie. Parce qu'on a eu l'habitude de faire ça pour Germinal. Mais toi, au début, juste parle à un pro, envoie-moi un email, dis-moi j'ai tel business, je te donnerai quelques clés, je te donnerai une vidéo, un contenu à grégoire@germinal.io s'il y en a. Moi, ça me prend 3 minutes. Après, tu te débrouilles. Hein. Si tu payes pas mon service, je te donne des ressources gratuites ça te prendra plus de temps, mais voilà, je vais quand même t'aider, y a pas de souci. Même si moi je préfère faire du business parce que ça nous permet d'avoir plus d'impact pour le coup. Et voilà. Donc oui, en fait, il faut tester. On sait jamais ce qui va marcher, mais quand on a testé pour beaucoup de business similaires, on finit par avoir une intuition. Et en fait, ça nous empêche pas de tester, mais ça nous permet de prioriser les tests d'une façon différente, ce qui nous permet d'avoir un taux de succès plus important sur nos premiers tests. Voilà, si je devais résumer. On a des questions sur le gros hacking est-il compatible avec le B2B2C et avant on avait une question sur est-ce que B2B ou B2C, donc là on a toute la variété de B2B2C to B. B2B2C ça marche, en fait on va t'aider à aller chercher des boîtes en B2B et après en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va viser les consommateurs pour leur donner envie d'acheter chez tes partenaires. Ça marche moins bien parce que c'est plus difficile de traquer mais ça marche. Et en fait, j'ai envie de dire, les boîtes en B2B2C, c'est quand même des boîtes, c'est typiquement en termes d'impact, on n'est pas sur un impact faible du growth hacking, on est sur un impact entre moyen et faible pour moi. Et tu auras quand même un impact. Par contre, sur la partie C, et si tu par contre pour la partie B2B, pareil, si c'est des petites boîtes, c'est cool. Si c'est des gros distributeurs, on va t'aider moyennement aussi. Donc par rapport aux clés que je vous ai données tout à l'heure. Sinon, B2B, B2C, à part B2B, large enterprise sur des paniers moyens très élevés, des cycles de vente très longs et un nombre de cibles très limité. Les deux, on a du gros impact, sachant que les plus gros impacts, c'est sur les boîtes qui visent des PME, qui visent des freelances, donc qui visent des billes en nombre, au moins une cible d'au moins 10-20 000 personnes, avec des paniers moyens pas trop élevés, là on peut avoir un énorme impact, et sur la partie B2C, on a quasiment un énorme impact dans tous les cas. Et typiquement, moi j'ai eu beaucoup de clients en inbound qui sont venus vers moi et qui étaient un peu comme tu viens de le décrire, large enterprise avec très peu de clients potentiels pour lesquels l'inbound n'est pas hyper pertinent
parce que l'inbound travaille bien du contenu diffus, Ça peut aider, mais c'est pas. Ouais. C'est pas ça qui va faire le job. Toi, quel lien tu fais entre inbound et growth? Pour moi, moi de mon point de vue, l'inbound fait partie du growth, mais ça c'est très très égoïste. C'est juste, c'est juste. Non, mais oui, mais en fait, c'est le problème, c'est qu'on ramène tout à soi. Ouais, bien sûr. Et je tiens à le préciser. C'est pour ça que je te le dis, c'est ma vision et je pense pas que ce soit la vision qu'il faille avoir. Et une fois de plus, quand on est spécialiste d'un domaine. Toi, pour moi, l'inbound marketing, ça fait, pour moi, il y a le fait de faire venir les clients. En fait, pour moi, l'inbound et l'outbound, vraiment, on va les chercher avec les dents et on les fait venir. Pour moi, les deux font partie du growth. En fait, je pense que l'inbound et l'outbound font partie du growth. Donc, le fait d'aller chercher des clients avec les dents, ou le fait de les faire venir avec du bon contenu qu'ils vont télécharger, etc. Et l'inbound et l'outbound ne font pas totalement partie du growth, mais en gros, pour moi, tu vois, le growth, c'est ça, et tu as une partie outbound, une partie inbound, et après, tu as un truc un peu différent sur la partie expérimentation, analytics, etc. Un peu copywriting, compagnie qui sont, on peut rejoindre ou pas, mais bref, on va pas en débattre pendant 1000 ans. Donc, pour moi, ça en fait partie. L'inbound n'est pas le growth marketing, mais pour moi, si vous ne faites pas d'inbound marketing dans du growth, dans votre stratégie de growth, dans votre stratégie de test, vous loupez des grosses opportunités. Pour moi, il faut vraiment faire les deux, quoi. Faut à la fois, moi, j'aime bien ce que je dis. Moi, je dis push et pull, tu vois. C'est push, c'est tu vas pousser les mecs, tu vas aller chercher avec les dents. Et pull, c'est tu les fais venir avec des aimants, avec des lead magnets, avec des trucs. Ouais, mais qui va pas marcher pour tout. Typiquement, tu parlais de grandes consos et de produits alimentaires. Non, grande conso, faut. Tu vas avoir du mal, quoi. Bah, l'inbound, grande conso produits alimentaires, ce qui marche, entre ce que j'appelle la presse de l'inbound, mais tu vois, c'est même pas ça, c'est les grosses stratégies SEO sur des mots-clés, sur des blogs par type de business qui vont ensuite faire de la file, tu vois, que tu vas pouvoir créer. Ça peut être quelque part, mais c'est toi qui crées tes propres blogs. Moi, je connais des grosses boîtes qui ont créé plein de blogs autour de leur univers et on a l'impression que c'est d'autres marques, pas du tout. Donc ça, on peut appeler quelque part, c'est l'inbound, même si je suis d'accord. Et après, il y a ce côté, moi, j'aime bien dire un peu, tu vois, le côté influence marketing, quelque part, ça me fait un petit peu penser à une stratégie d'inbound, tu vois, quand tu as des mecs que tu vas faire parler pour toi et après, tu vas les réutiliser dans des pubs. Pour leur dire allez enfin D'ailleurs, j'attends que tu parles encore du bouquin Acquisition Strategy Design dans le cadre de ma stratégie d'influence. J'attends un post de ta part. Exactement, mais je prépare le truc. Pour info, ouais, en fait, moi j'avais lu, alors je l'avais, comme tu me l'avais envoyé, je l'avais parcouru, là j'attends la version papier pour le lire pendant les vacances, pour pouvoir lire ça tranquillement, parce que je déteste lire sur mon ordi. Et du coup, j'ai essayé l'autre fois et après je t'ai dit ouais, vas-y, envoie-le-moi en version papier parce que. Et tu l'as pas reçu encore? Faut juste que j'aille voir dans ma boîte aux lettres. C'est ma copine qui ouvre la boîte aux lettres. Moi, je sors plus de chez moi. C'est fini. Moi, ça fait 1 an que je suis là. J'ai enlevé les cheveux et tout. Je vais juste plus chez le coiffeur. Non, et moi, ce que j'avais bien aimé, c'est ta partie organisation des équipes. Tu vois, le truc qui m'avait marqué, même si j'ai passé qu'une 30aine de minutes, c'était où je me suis arrêté. Je me suis dit, putain, c'est smart ça. C'est vraiment cette façon de repenser les équipes et de casser les silos. Et nous, dans le growth, on essaie de casser les silos et c'est pas toujours facile. Et toi, j'ai vu que tu cassais les silos mais d'une façon différente. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça fait la diff. Et oui, en termes d'influence market, justement, je vais faire un post pour parler de l'acquisition stratégie design. J'essaie de trouver le bon post, ce truc bien catchy, parce que je sais d'expérience que quand tu parles d'un produit, si je trouve pas l'approche, je l'ai testé. Si tu parles juste d'un produit sans avoir trouvé une approche, t'as pas mis ta patte. Les gens ils font OK, je vais avoir 100 likes, mon post il va faire 30 000 de portée, alors tu seras content, tu vois. Tu me diras bah c'est cool, merci Greg, mais j'aimerais bien faire un truc un peu punchy, tu vois. Donc je suis pas sûr. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Mais voilà, mais en tout cas, l'inbound, outbound, voilà mon positionnement par rapport au growth. Je pense que ça en fait partie et que. Alors, moi, je le dirais autrement parce que justement dans ces réflexions de cartes que j'ai présentées au début. Mais tu connais mieux le truc aussi. Enfin, l'outbound pour toi. Je sais pas si je connais mieux le truc, c'est pas la question, mais pour moi, il y a vraiment cette dimension complémentaire. Entre l'inbound et l'outbound, c'est deux façons d'adresser les clients selon leur nature, selon leur parcours et selon leur capacité à venir vers toi ou besoin de les attirer. Et puis ce que tu rajoutes avec le gros, c'est moi que j'appelle un peu aussi dans la notion de performance et tout, c'est cette notion de test qu'on va mettre en place. Et ça, je trouve ça hyper intéressant dans ta définition, cette notion de test permanente pour voir ce qui marche, éliminer ce qui marche pas et garder et améliorer ce qui marche et avoir toujours cette dynamique là. Et pour moi en ça c'est très complémentaire et tu peux pas dire que, enfin je pense pas que tu peux dire que l'un est dans l'autre ou que l'autre est dans l'un. Non je disais c'est vraiment ouais non mais t'as même pas
même pas nécessairement dans ma vision. Hein, tout ça, c'est une querelle sémantique. Hein, mais au final, t'as pas nécessairement un regroupement entre les deux, ou même entre les trois. Inbound et outbound sont disjoints par nature, vu que l'un se définit par l'opposé de l'autre. Et cette notion de grosse ou de test, elle est commune aux deux, et commune. Et en tant que grosse marketeur ou celui qui fait des tests, faut faire des tests en outbound et faut faire des tests en inbound. Et ce que tu rajoutes, faut faire des tests sur le produit et faut faire des tests sur le business model. Ouais. Et en cela, t'es pas sur le même plan en fait. D'accord, ok. Je t'avoue que moi, je rappelle, j'ai un master en droit des affaires. Et du coup, en fait, moi, je me suis mis à faire du growth hacking parce que quelqu'un m'a dit, mais tu sais, Grégoire, tu fais du growth hacking, quoi, en 2017. Donc, je sais que je manque de recul sur les différents, enfin, je vois comment ça marche dans ma tête, mais j'avoue que je suis pas le meilleur sur vraiment catégoriser, comprendre les différences et les différents mouvements de pensée, etc. Ouais, bah ça c'est mon côté ingénieur, on va dire. Voilà, moi ça viendra avec l'expérience, je pense. Non, mais en plus c'est aussi ça, c'est que en fait, c'est marrant, c'est que quand tu commences un métier, t'es hyper expert de ton domaine, mais en fait tout ce qu'il y a autour, c'est extrêmement flou. Et moi, je commence à comprendre en me documentant, en lisant des bouquins. Ouais, moi, j'ai vécu la même chose. Voilà. Je suis parti sur l'inbound et puis moi j'étais pas marketeur complètement au début et tout. Et au fur et à mesure, j'ai appris le positionnement, la marque, les techniques d'outbound et effectivement parce que tout est lié. Ouais. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord. Tu pars de ton fil, tu tires ton fil et c'est vrai qu'après pour le coup, tu as une vision dénaturée du reste parce que tu l'as t'es rentré par un axe, ouais. Par l'axe dans lequel t'es rentré. Ouais, ce que je dis, il y a aucune clé qui ouvre toutes les portes dans l'acquisition et le growth des fois c'est la bonne clé et souvent je me rends compte que moi j'ouvre la première porte et je me tape à la porte d'après parce que les mecs ils ont une marque qui est pas bonne et un positionnement qui est pas bon et je me rends compte que la plateforme de marque c'est incroyable et nous là où on a eu des perfs incroyables en market, c'est pour des boîtes avec un produit solide, avec un produit market fit, une belle marque, un bon service client. On est arrivé mais on a tout défoncé. Parce que les mecs, ils avaient des bases hyper solides et en fait, et là, le growth a été un catalyseur, c'est-à-dire, en fait, ils avaient des très bonnes bases, mais ils avaient jamais été agressifs. En gros, ils avaient jamais testé de façon agressive, ils avaient jamais mis des gros budgets, etc. Et au contraire, on arrive sur des boîtes qui ont tout suroptimisé, qui veulent qu'on les aide encore à suroptimiser. Et là, je leur dis, juste revoyez votre marque. Juste là, vous êtes pas, tout le monde vous voit, mais en fait, les gens vous voient et vous oublient instantanément. Rebossez votre marque. Et moi, c'est pas dans mon intérêt de leur dire ça. Mais et au début, je disais non, mais la marque, c'est pour les nulos. Si t'as une bonne acquisition, quel que soit ton, mais j'avais rien compris. Et parce que je pensais que ma clé ouvrait toutes les portes. Et quand t'as un marteau, tout ressemble à un clou, quoi. Moi, j'étais avec mon marteau et je cherchais des clous, quoi. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais d'autres instruments et que les gens autour de moi avec d'autres instruments et que ça marchait pas mal quand pour construire une baraque, t'as pas besoin que d'un marteau, hein. C'est pas mal quand t'as d'autres gens qui t'aident. Et ça, c'est la fougue de la jeunesse, quoi. Ça, c'est ce qu'on dit pour positif, c'est ce qu'on appelle l'incompétence. Ouais. Mais on va dire la fougue de la jeunesse, c'est stylé. L'incompétence avec de l'énergie, c'est de la fougue. Ouais, enfin, pour rentrer dans ces éléments-là où pour moi il y a vraiment cette complémentarité inbound et outbound, et puis les limites de effectivement au bout d'un moment où tu as tout testé, tout suroptimisé, t'as plus grand chose à gratter. Il y a un élément et ça peut rejoindre aussi ta réflexion sur LinkedIn dont on n'a pas parlé. Moi, là où je considère que tout miser sur l'acquisition c'est fragile parce qu'on va souvent être sur des logiques de rendement décroissant et en cela de logique d'effet ciseaux où commencer à faire du SEA, du payant. Quand t'es premier sur un mot-clé, quand t'es premier sur une activité, ça marche hyper bien. Faut all-in au début, mais à un moment, faut savoir que ce truc, il va saturer, qu'il va baisser. Je suis d'accord avec toi. Voilà, et puis après, avec les systèmes d'enchères, tu te retrouves à payer de plus en plus cher et à avoir de plus en plus de concurrence et d'être obligé de baisser tes prix. Donc, quand tu concentres tout sur cette technique un peu d'acquisition, comme tu dis all-in, etc., tu te retrouves avec un truc qui peut très très bien marcher au début, mais qui au fur et à mesure va devenir décroissant. Ça m'intéresse d'avoir tes retours d'expérience là-dessus, tant sur les leviers paid que sur les leviers type social, parce que typiquement en ce moment LinkedIn est en train de réduire le reach et on peut faire des super posts mais qui marchent moins bien que des super posts ou même des moins bons posts d'il y a quelques mois, quoi. Exactement. Alors LinkedIn, en gros, alors il y a toujours des opportunités de ouf. C'est juste que, et je le dis, moi j'ai des gens qui ont pris notre formation la semaine dernière et qui font leur post et qui me disent c'est incroyable, j'ai eu 3 prospects en faisant un post, en utilisant ta méthode de copywriting et tout. Ils ont remboursé la formation, quoi. Donc, c'est toujours incroyable.
Sauf que ce que j'ai vu, moi, aux mecs qui ont fait ma formation il y a 5 mois, et le mec, il a fait 3 millions de reach en 2 mois. Et le mec est devenu influenceur en 2 mois et il a généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires pour sa boîte avec une formation qui était en réduc à 250 euros. Ça n'arrivera plus. Là, aujourd'hui, si vous êtes bon, vous allez faire 300, 400, 500 000 de reach sur vos 2 premiers mois, quoi. Si vraiment, enfin, de portée de publication. Donc, c'est sûr que LinkedIn, bah justement, il y a beaucoup plus de gens qui se sont mis dessus. Et attention, faire attention. Là, pour moi, LinkedIn, c'est comme le podcast en 2016. C'est toujours une super opportunité. Mais c'est pas un champ vierge. Voilà, les opportunités ont un peu baissé, mais c'est toujours incroyable. C'est toujours ouf, mais c'est moins bien. Mais c'est normal en fait. Il y a des rendements. Et d'ailleurs, parce que les gens ont vu l'opportunité, les gens se sont jetés dessus, ça devient de moins en moins bien entre guillemets. Mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours des opportunités de malade. Et je peux vous assurer qu'entre vous lancer sur Instagram, faire de la pub sur Facebook, etc. Nous, c'est quand même notre canal qui a toujours le plus de ROI. Et j'ai des gens dans ma boîte d'ailleurs qui, avec des angles, arrivent à monter. Et certains de ma boîte arrivent à me rattraper en portée de publication parce qu'ils ont des axes différents, etc. Mais oui, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est un ensemble. Et nous, par exemple, Germinal, les gens nous voient sur LinkedIn, mais on s'est créé une marque qui, à mon avis, est assez forte. Et jour 1, le brief à mon designer, c'était je veux qu'on m'aime ou qu'on me déteste. Je veux pas d'indifférence quand on voit ma marque. Et c'est ce que je recommande à toutes les boîtes qui se lancent. Je leur dis, il vous faut des fans et il vous faut des gens qui vous détestent. De toute façon, si vous avez des gens qui vous détestent, vous aurez des fans. Et si vous avez des fans, vous aurez des gens qui vous détestent. C'est les deux côtés d'une même pièce. Alors des fois, vous avez plus de fans, des fois vous avez plus de gens qui vous détestent. Moi, j'ai un peu plus de gens qui me détestent, hein, clairement. En termes de, ouais, c'est un peu déséquilibré, mais c'est pas grave. Des fois, on va un peu trop loin. Et donc pour moi, la marque, c'est bien important. Pareil sur le produit, quand vous avez un produit solide et que vous avez de l'organique. Moi, j'ai des boîtes où on a rempli leur panier. Et en fait, leur produit est tellement génial que tout le monde en parle et on voit la croissance, le nombre de visiteurs organiques, le nombre de visites qui augmente, c'est les mecs qui recommandent, le mec qui vient qui achète 5 produits, le mec qui en parle à son pote qui achète un produit, le mec qui en parle à son pote qui achète un produit. Et c'est incroyable. Pareil, si vous avez un produit qui est pas hyper solide, bah nous, on fait de l'acquisition, vous aurez de la perf. Mais si les gens, ils sont, ouais, bah en fait, le growth, alors je vous parle même pas de remplir un panier par C où les gens sont vénères, vous mettent des mauvaises notes et vous renvoient le produit, hein, on n'en parle même pas. Mais en tout cas, le fait d'avoir un wow effect sur son produit, le fait d'avoir une très belle marque dont les gens se souviennent, ça vous crée des assets. Et moi, j'ai vu beaucoup de très belles boîtes se lancer, avoir une énorme traction parce que c'était les premiers et arriver en phase 2 avec des concurrents qui étaient hyper bons en marque, bien meilleurs en produits et avec des meilleures équipes acquisition et qui les ont ruinés en 2 ans, quoi. On en parle, je parlerai pas de ces marques parce que c'est pas sympa pour eux, mais c'est des boîtes dont on n'entend plus parler, qui font plus de croissance, etc., quoi, alors qu'ils étaient sur un marché et leur croissance, elle faisait comme ça. Et c'est la beauté et le risque du product market fit. Et pour Germinal, je tiens aussi à préciser, on fait de l'influence LinkedIn, mais en fait, il faut savoir que c'est plus notre canal d'acquisition principal. Et en fait, nous, on bosse sur LinkedIn et c'est un truc que j'ai longtemps oublié, mais pour tout bon entrepreneur, il faut doubler la mise dès que ça marche. Et LinkedIn, j'ai doublé la mise comme un gros porc, jusqu'à peut-être un peu me brûler les ailes à certains moments en termes de type de poste, un peu gnangnan, etc. Où, voilà, je me suis un peu laissé déborder, mais quand vous doublez la mise, il y a un moment où vous perdez. Hein. Je veux dire, vous pouvez pas gagner à l'infini. Tu peux nous préciser un peu ce que tu entends par doubler la mise et winner take all? Bah, moi, je faisais les posts et j'en faisais un par semaine, ça marchait, puis 3, puis 5, puis je suis monté à 7. Alors 7, c'était trop pour l'algo, je suis repassé à 5. Mais je passais 2 heures par jour sur LinkedIn, 3 heures par jour. En tant que CEO, au plus fort de la tempête, j'étais la moitié de ma journée sur LinkedIn parce que je savais que c'est ce qui avait le plus d'impact. Et du coup, j'ai tout arrêté le reste. On a arrêté les pubs, on a arrêté le market, c'est mis en support. Enfin, Jordan faisait aussi d'autres choses, hein, mais bien entendu, notre CMO qui fait un très très gros taf avec son équipe. Mais du coup, on faisait que ça, on faisait pas de lead magnet et tout, c'était LinkedIn. On a bourriné. Et à un moment, on a senti le rendement décroissant. Moi, j'ai senti qu'à 3,5 millions de reach par mois, j'ai fait 3,4 millions, 3,2 millions, 3,4 millions. J'ai fait OK. Je peux pas faire plus. Je suis bloqué. Là, j'ai commencé à voir qu'il y avait certains boss qui marchaient moins bien. Il y avait de l'usure, des personnes qui me disaient je te vois trop et tout. Je dis OK, c'est bon. Là, maintenant, je fais 3-4 posts par semaine. J'y passe 20 minutes par jour. Je fais toujours, je vais faire entre 1,5 million et 2 millions par mois. Ça va dépendre. Et puis un coup, je vais faire 3 millions. Mais je veux dire, avant, tous les soirs, j'y pensais. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire demain? Maintenant, c'est plus OK. Et maintenant, du coup, on a une stratégie. Par exemple, on a une formation par email qui défonce tout. On a un coût par lead à 1,20 €. C'est une formation par email sur 14 jours. Et en fait, on teste cette formation par email, on la catégorise, on fait des relances et tout, et ça rentre. Et notre base de données, elle fait comme ça, et ça avance.
On travaille sur nos landing pages, on travaille sur, pareil, on faisait des webinars. À un moment, on a all-in sur les webinars. On a vu qu'avec la fin du confinement, on faisait de plus en plus d'efforts pour arriver à avoir 300, 400, 500 personnes, comme au début. Du coup, les webinars, on s'est dit, est-ce que ça nous sert? On a coupé. Maintenant, on fait des vidéos YouTube. Enfin, on a vraiment cette stratégie de on teste un truc, on le ponce, et quand on voit qu'on a des rendements décroissants, on voit si c'est vraiment rentable, et soit on continue tranquille comme LinkedIn, soit pour les webinars, on voit que ça demande beaucoup trop d'efforts, on coupe et on passe sur autre chose. Et nous, on est vraiment en train de diversifier. Et aujourd'hui, pareil, Google Ads, on a coupé. Ça marchait, mais pas ouf. Et du coup, on s'est concentré sur ce qui marche. Et aujourd'hui, nos canaux, c'est Facebook Ads, formation par email avec le lead magnet, LinkedIn. Mais aujourd'hui, LinkedIn, c'est sur notre vendredi noir, par exemple, qu'on a fait, la moitié des ventes, ça doit être par email. Donc voilà. En tout cas, c'est la stratégie. Voilà, c'est vraiment votre produit, votre marque, votre service client. Et par exemple, on investit énormément sur le service client. On essaie de faire que chaque personne qui nous pose une question dans le chat, on lui répond en 24 heures. Et le problème, alors, sachant que 24 heures, des fois, on répond en 1 heure, hein, ou en 30 minutes, mais on a des demandes des fois qui sont assez complexes. Et du coup, on recrute une équipe de customer success. On recrute. Par exemple, sur la partie administrative, on était mauvais à un moment. Les gens qui faisaient des dossiers, c'était horrible. On a eu un prestataire, c'est hyper mal passé. On a offert des accès à l'antichambre et tout. On a perdu des centaines de milliers d'euros de gens qui ont eu des dossiers. Ça a mis trop longtemps. Finalement, c'était une catastrophe. Du coup, là, on internalise tout. Et là, en ce moment, on se concentre à mort sur le parcours client, sur la marque, sur d'autres canaux. Et les gens voient LinkedIn, mais en fait, LinkedIn, c'est 20% du travail qu'on fait, quoi. Et le reste, par contre, c'est moins visible, ça se voit moins, ça n'a pas encore porté ses fruits. Et peut-être que les gens le verront jamais. Mais c'est ce qui nous permettra de grossir. Et là, si aujourd'hui, on faisait pas attention au customer success, on faisait pas attention à la marque, on faisait pas attention à nos emails, à d'autres canaux, à nos pubs et tout, et qu'on était que sur LinkedIn, on sera en train de creuser notre tombe. J'en suis convaincu. Merci beaucoup Grégoire, on arrive sur la fin. Moi, ce que je te propose, c'est de lancer la vidéo que je voulais lancer au début, qui présente la méthode en 4 étapes sur l'acquisition strategy design. Et puis, tu auras le mot de la fin, et puis on regardera s'il y a des questions qu'on a traitées. Il y en a pas mal que j'ai pas traitées sur quel type de boîtes peuvent le faire, etc. Un peu centré sur les demandeurs. Et là, je les invite à contacter directement Grégoire ou moi, Jérémy, ou toi, tu peux mettre ton email dans le chat, comme ça vous pouvez aller en contact directement avec Grégoire ou avec moi. Je lance cette vidéo et puis tu as le mot de la fin pour finir ce webinaire. Merci et on coupe le micro. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Et voilà, t'as mis ton email, super. J'ai pas compris, Anne, le 45 tours et le 78 tours. Mais je te laisse faire le mot de la fin comme prévu et Anne va nous répondre entre-temps. Écoute, top. Déjà, je recommande. Alors, c'était pas du tout scripté, mais je recommande le bouquin parce que moi, ça m'a permis. En fait, c'est intéressant parce que je trouve que ça permet de poser un cadre et de comprendre un petit peu comment tu peux voir les choses. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai conscientisé en lisant ton bouquin sur l'organisation.
C'est-à-dire, tu vois, la partie casser des silos, la partie les KPI intermédiaires, la partie quelle équipe est responsable, etc. Et je trouve que ça crée vraiment quelque chose. En fait, ça vous aide, même si vous l'appliquez pas à la lettre, parce qu'il y a aucun. Pour moi, c'est un moule à casser. Hein, ton bouquin, c'est un truc que vous n'avez pas appliqué à la lettre, mais ça va vous donner des éléments, vous dire, ok, mais ça marche pas pour ça, ça marche pas pour ça, ça marche pas pour ça. Et je pense que c'est une façon assez cool. Et assez novatrice de voir le sujet où on est tous un petit peu dans nos petites écoles à voir nos trucs et on a un peu du mal à comprendre. Et même ton schéma, moi, du début, ça m'a beaucoup éclairé parce que tu vois, moi, j'entends parler de com, j'entends parler de SEO, etc. Et je me dis, mais je les mets où tous ces trucs? Donc voilà, je pense que c'est si vous êtes assez expérimenté, ça peut rejoindre. Alors, à mon avis, si vous êtes au tout début dans une startup que vous êtes tout seul, ça va un petit peu vous perdre. Mais si vous commencez à avoir une équipe marketing de 2, 3, 4 personnes, je pense que ça peut être vraiment cool. Alors, le bouquin, il n'était pas nécessairement sur le bouquin, c'est hyper sympa. Non, mais je le dis. Non, mais je vous, c'est pas scripté. Je le dis. Non, et puis je voulais finir en disant que moi, j'étais un grand fan de Gabriel. En fait, je voyais ses posts et tout. J'avais une pote à moi qui s'appelle Marie Chaumont, je sais pas si tu connais Annecy, mais qui m'en parlait, qui me disait, ah, Gabriel, il fait du beau taf et tout. Et moi, quand je me suis lancé en 2018, 1 minute 30, c'était une des agences que je suivais. Donc voilà, le mot de la fin était pas du tout scripté, mais c'était pour dire que je suis un grand fan de Gabriel et que je suis super content d'être là. Parce que je pense que je l'ai pas dit au début. Et que la première fois que je l'ai eu au téléphone, j'étais tout émoustillé quand je l'ai eu au téléphone. J'étais en mode, ah, trop bien, je vais rencontrer Gabriel. J'ai dit ça à mon équipe, ils m'ont dit, ouais, 1 minute 30, ouais, c'est cool et tout, mais je crois que eux, c'est des gros marketeurs. Il y en a qui avaient 19 ans, ils te connaissaient pas, les malheureux. En tout cas, voilà, je suis hyper content d'être là. C'était hyper cool comme webinaire et merci beaucoup, Gabriel. Voilà. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, c'était pas très gros comme mot de la fin, désolé. Merci. Je vais faire un truc un peu gros, c'est un peu promo. En ce moment et jusqu'à Noël, pour tout l'achat d'un livre avec un post sur LinkedIn où vous faites un gentil commentaire, etc., on vous offre la formation de 8 heures où je fais une lecture commentée complète du livre. Donc ça vaut le coup d'acheter votre livre avant Noël et de poster sur LinkedIn avant Noël une jolie photo de vous avec le livre et un commentaire sympa. Et ça, on a eu des beaux commentaires grâce à cette promo. Et puis, pourquoi pas un jour mettre la formation sur l'antichambre, parce que je pense qu'elle est très complémentaire de tes formations. Merci beaucoup, Grégoire. Je te souhaite de bonnes fêtes si on se voit pas d'ici là. Et puis à très bientôt. Salut. Merci beaucoup, Gabriel. Ciao. La prochaine, on a encore un webinaire avec un sujet influence marketing. Donc, ça va être un peu complémentaire de toi. C'est quelqu'un que je ne connais pas encore, donc je vais le découvrir. Jérémy, si tu nous mets le truc, on pourra. À très bientôt. Salut, Grégoire, et plein de succès pour tous tes projets. Germinal, l'antichambre, tes chiffres sont toujours assez bluffants. Tu vas très vite. Bravo. Salut. Merci beaucoup. Ciao.